Mon fils Léo n'était plus, et mon monde s'était effondré. Dans cet hôpital, au plus profond de mon chagrin, un étranger est venu me demander l'impossible, que mes larmes de mère deviennent la clé d'une autre vie. L'odeur de l'hôpital est la première chose qui vous frappe. Un mélange stérile d'antiseptiques et de désespoir silencieux. Je suis assise sur cette chaise en plastique bleu depuis ce qui me semble être une éternité. Mon mari, Marc, est quelque part dans les couloirs, en train de signer des papiers. Des papiers qui officialisent le fait que notre monde s'est effondré. Des papiers pour dire que notre petit Léo, notre bébé de 3 mois, n'est plus. Le silence dans notre appartement ce matin était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Je m'étais réveillé, sentant que quelque chose n'allait pas. Pas de petits gazouillis, pas de pleurs pour le biberon. Juste le silence. Un silence de mort. Je revois encore et encore son petit visage paisible dans son berceau. Il avait l'air de dormir si profondément. J'ai posé ma main sur sa poitrine en attendant le petit soulèvement familier. Rien. J'ai paniqué, j'ai crié. Marc est arrivé en courant. Le reste est un tourbillon flou de téléphones, d'ambulanciers au visage grave, de courses folles jusqu'ici. Et puis les mots du médecin, prononcés avec une compassion professionnelle qui ne parvenait pas à masquer l'horreur. Mort subite du nourrisson. Il n'y a rien que vous auriez pu faire. Des mots vides, inutiles. Mon fils est parti. Mon corps me semble être une carcasse vide, une coquille qui continue de respirer et de fonctionner alors que tout à l'intérieur est mort avec lui. Les portes automatiques de la salle d'attente s'ouvrent et se ferment dans un sifflement régulier. Des gens entrent et sortent, avec leur propre petit drame. Une jambe cassée, une vilaine grippe, une coupure à la main. Leurs soucis me semblent si insignifiants, futiles. Ils ne savent pas ce qu'est la vraie douleur. Ils ne savent pas ce que c'est que de sentir son cœur se briser en 1 million de morceaux, tout en continuant à battre stupidement dans votre poitrine. Mes larmes ont séché sur mes joues, laissant des traces salées et froides. Je ne pleure plus. Je suis au-delà des larmes. Je suis dans un vide, un brouillard blanc où le temps n'a plus de sens. C'est alors que les portes s'ouvrent à nouveau. Mais cette fois, c'est différent. L'atmosphère de la pièce change instantanément. Un homme se tient sur le seuil. Il n'est pas comme les autres. Il est grand, la peau tannée par le soleil et le vent, des cheveux noirs et longs comme l'aile d'un corbeau tombant sur ses épaules. Il porte un jean usé et des bottes, mais sa chemise est ornée de broderies complexes, et un pendentif en turquoise repose sur sa poitrine. Il a une présence, une aura primitive, qui semble absorber tout l'air de cette pièce stérile. Ses yeux sombres balayent la salle d'attente, passant sur les visages anxieux et fatigués sans s'arrêter, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Ou quelqu'un. Il tient quelque chose dans ses bras, serré contre sa poitrine. Un paquet de couvertures traditionnelles, tissées avec des motifs que je n'ai jamais vus. Il avance dans la pièce d'un pas lent et délibéré, ignorant complètement le bureau d'accueil où une infirmière lève la tête, prête à l'interpeller. Mais elle ne dit rien. Personne ne dit rien. C'est comme si cet homme avait apporté avec lui un silence encore plus profond que le mien. Ses yeux se posent sur moi. Il ne me quitte plus. Je sens un frisson parcourir mon échine, une sensation étrange comme une reconnaissance. Mais c'est impossible, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il s'approche de moi,
Chaque pas résonne dans le silence de la salle. Il s'arrête juste devant ma chaise. De près, je peux voir la sueur qui perle sur son front, la tension dans les muscles de sa mâchoire. Son regard est un mélange de détermination farouche et de supplication désespérée. Il incline légèrement le paquet qu'il tient dans ses bras, me permettant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon souffle se coupe dans ma gorge. C'est un bébé. Un minuscule bébé, encore plus petit que mon Léo. Sa peau a une teinte bleutée, ses petits yeux sont fermés, et sa poitrine ne se soulève que par de minuscules soubresauts, à peine perceptibles. Il est en train de mourir. Je le sais, je le sens. C'est la même aura de faim qui flottait dans la chambre de mon fils ce matin. Je lève les yeux vers l'homme, confuse, le cœur battant à tout rompre. Pourquoi moi? Pourquoi me montre-t-il ça? Sa voix, quand il parle enfin, est grave et rocailleuse, comme le bruit de pierres qui roulent. Il ne me quitte pas des yeux. Son regard est si intense qu'il semble percer jusqu'à mon âme dévastée. « Aidez-moi » murmure-t-il, sa voix chargée d'une urgence ancestrale qui n'a rien à faire dans ce couloir d'hôpital. Seule une mère qui vient de perdre son enfant peut le sauver. Les mots flottent dans l'air lourd de la salle d'attente. Ils ne veulent rien dire. Ils sont absurdes, sortis d'un conte de fées cruel ou d'un esprit dérangé. Autour de nous, la vie continue au ralenti. Une femme tousse dans un mouchoir. Le téléviseur mural diffuse des informations sans son. Le sifflement des portes automatiques. Mais pour moi, tout s'est arrêté. L'univers s'est contracté pour ne plus contenir que cet homme au regard de braise, le petit corps fragile dans ses bras, et sa phrase insensée qui résonne en moi. Seule une mère qui vient de perdre son enfant peut le sauver. Je devrais crier, appeler la sécurité. Je devrais me lever et m'enfuir, loin de ce fou qui vient profaner ma douleur avec ses délires mystiques. Mais mes membres sont en plomb. Ma voix est emprisonnée dans ma gorge. Je ne peux que le fixer, les yeux écarquillés, essayant de trouver une once de folie dans son regard. Mais je n'en vois pas. Je ne vois qu'une agonie pure, un désespoir si profond qu'il fait écho au mien. C'est un père. Je le sais comme je sais que le soleil se lève à l'est. C'est un père qui regarde son enfant mourir. Et cette reconnaissance me cloue sur place plus sûrement que n'importe quelle chaîne. Un gémissement minuscule, si faible qu'il est à peine plus qu'un souffle, s'échappe des couvertures. Mon cœur se serre violemment. C'est un son que je connais. C'est le son qu'a fait Léo quand il avait des coliques. Mon corps réagit avant mon esprit. Mes bras, vides et douloureux, tressaillent. Un besoin primal, animal, de prendre cet enfant, de le réconforter, de le réchauffer, me submerge. C'est une torture, une lame que cet étranger vient de planter et de tourner dans une plaie déjà béante. Qui êtes-vous? Ma voix est un murmure rauque, méconnaissable. L'homme ne répond pas directement à ma question. Ses yeux ne quittent pas les miens. Son esprit s'en va. La médecine des hommes blancs ne peut rien pour lui. Son corps est froid. Mais l'esprit de votre fils, il est encore là, proche, chaud. Il cherche une ancre avant de commencer son grand voyage. C'est la tradition. Un esprit qui part peut laisser sa place à un esprit qui arrive, si un pont est créé. Le chagrin d'une mère, c'est le pont le plus puissant qui soit. Chaque mot est comme une pierre jetée dans les eaux calmes et noires de mon désespoir. Un pont? Un esprit? Je secoue la tête, une négation lente et douloureuse. C'est insensé. C'est cruel de me donner ce genre d'espoir bizarre et tordu.
Mon Léo est parti. Son corps est dans une pièce froide, quelque part dans cet hôpital. Il ne cherche pas de pont, il est juste parti. Chérie, qu'est-ce qui se passe? La voix de Marc. Je ne l'avais pas entendu arriver. Il se tient à côté de moi, le visage ravagé par la peine et l'incompréhension. Il a les papiers à la main, les papiers de la mort de notre fils. Son regard passe de mon visage choqué à l'homme imposant qui se tient devant moi, puis au paquet dans ses bras. La suspicion et la colère remplacent instantanément le chagrin sur ses traits. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Laissez ma femme tranquille, » dit-il d'une voix forte, protectrice. « Éloignez-vous d'elle. » L'homme ne semble même pas l'entendre. Il ne me quitte pas des yeux. Le bébé dans ses bras a un léger spasme. Ses lèvres bleutées s'entr'ouvrent, mais aucun son n'en sort. C'est la fin. Je le vois. Je le sens dans mes entrailles. Le même silence froid qui s'apprête à tomber. « Il n'y a plus de temps, » murmure l'homme. Sa voix est une prière urgente. Son âme glisse. « S'il vous plaît. Votre chagrin est immense, assez grand pour couvrir 2 mondes. Ne le laissez pas être vain. Laissez-le devenir une porte. Une porte vers quoi? C'est de la folie, » s'écrie Marc, attrapant mon bras. « Viens, Hélène, on s'en va d'ici. J'appelle la sécurité. » Il me tire, mais je ne bouge pas. Je suis enraciné à cette chaise, à ce moment suspendu hors du temps. La logique me crie de suivre Marc, de fuir ce cauchemar éveillé. Mais le regard de ce père, le petit corps qui lutte pour un dernier souffle, ils me retiennent. Mon chagrin n'est pas vain. Il ne peut pas être vain. Il ne peut pas être juste un trou noir qui a tout avalé. Et si cet homme disait vrai? Et si, dans toute cette horreur, il y avait une chance infime, absurde, de donner un sens à l'impensable, de transformer la fin de la vie de mon fils en un commencement? Marc me secoue doucement. « Hélène, s'il te plaît. » J'ignore la main de mon mari sur mon bras. J'ignore la panique dans sa voix. Je regarde l'inconnu et, pour la première fois, je vois au-delà de son apparence étrange. Je vois un homme au bord du précipice qui me tend la main, non pas pour me sauver, mais pour que nous sautions ensemble. Lentement, défiant toute raison, défiant mon mari, défiant la mort elle-même, je tends mes bras vides vers le bébé mourant. Le temps se fige. Le visage de Marc se décompose, un masque d'incompréhension et de douleur. « Hélène, non, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix est un cri étranglé. Il essaie de retenir mes bras, mais mon mouvement est mu par une force qu'il ne peut pas comprendre. Une force née des profondeurs de ma perte. Ce n'est pas une décision rationnelle. C'est un réflexe. Un instinct maternel dévié, désespéré, qui voit un enfant en détresse et ne peut s'empêcher de répondre. L'homme apache me regarde avec une lueur d'espoir intense, presque effrayante. Avec une lenteur infinie, comme s'il accomplissait un rituel sacré, il dépose le petit paquet dans mes bras. Le contact est un choc. Le bébé est si léger, une petite plume fragile. Mais il est froid. Un froid qui me glace jusqu'aux os. Un froid qui me rappelle terriblement celui de mon propre fils ce matin. Mes bras, qui ont porté Léo pendant 3 mois, connaissent le poids d'un bébé en bonne santé, sa chaleur vibrante de vie. Ce petit corps est un poids mort, une absence de chaleur qui hurle la fin imminente. Je baisse les yeux sur lui. Son visage est d'une pâleur cireuse. Ses minuscules narines ne frémissent plus. Ses lèvres sont d'un bleu profond. Il est magnifique, avec une touffe de cheveux noirs aussi fins que de la soie. Une larme, la première depuis des heures, roule sur ma joue et tombe sur son front froid. À cet instant,
je ne vois plus l'enfant d'un étranger. Je vois tous les bébés du monde. Je vois mon Léo. La douleur qui m'envahit est si violente qu'elle me coupe le souffle. C'est une vague noire qui déferle, une agonie, pure, sans filtre. Je ne cherche pas à la retenir. Je la laisse m'engloutir, me submerger. C'est tout ce qui me reste de mon fils. Cet amour infini transformé en un chagrin tout aussi infini. Parlez-lui, murmure l'homme, sa voix basse et pressante. Parlez à votre fils, dites-lui au revoir. Dites-lui que son voyage sera beau. Libérez-le avec votre amour pour que son esprit pur puisse guider celui qui arrive. Les mots sont fous, mais dans le brouillard de ma peine, ils acquièrent une sorte de logique étrange. Marc proteste à côté de moi. Il parle de médecin, de folie, il supplie. Je ne l'entends qu'à travers un voile de coton. Je serre le petit corps contre ma poitrine, essayant de lui transmettre une chaleur que je n'ai plus. Je ferme les yeux et l'image de Léo apparaît, souriant dans son berceau, ses petits yeux brillants de confiance. Oh, mon Léo, mon petit amour. Je sanglote, les mots se bousculant dans ma gorge. Maman est là. Je suis tellement désolé. Je t'aime plus que tout au monde. Va, mon ange, n'aie pas peur. Va trouver la lumière. Ton papa et moi, on t'aimera toujours. Je ne sais pas ce que je dis. Les mots coulent d'eux-mêmes. Un torrent de chagrin et d'amour. Je berce le bébé. Le même mouvement doux et rythmé que j'ai fait des milliers de fois avec Léo. Je lui chante la berceuse que je lui chantais tous les soirs. Ma voix y est brisée, mais je continue. Pour Léo, pour ce petit inconnu, pour moi, pour donner un sens à ce vide. C'est une prière, un adieu, un transfert. L'homme apache a posé une main sur mon épaule. Sa paume est chaude, un point d'ancrage dans la tempête. Je peux sentir une sorte d'énergie émaner de lui, une vibration calme et puissante. Il murmure des mots dans une langue que je ne comprends pas, une cantilène grave et ancienne qui semble faire vibrer l'air autour de nous. La salle d'attente a disparu. Marc a disparu. Il n'y a plus que nous trois, suspendus entre la vie et la mort. Soudain, je sens quelque chose. Un frémissement presque imperceptible contre ma poitrine. Je m'arrête de chanter, le souffle coupé. J'ose à peine regarder. Mais je le sens à nouveau. Un petit soubresaut, puis un autre. C'est impossible, je dois l'imaginer. C'est mon chagrin qui me joue des tours. Mais l'homme apache a senti la même chose. Son emprise sur mon épaule se resserre. « Continuez », ordonne-t-il, sa voix tremblante d'une émotion contenue. « Ne vous arrêtez pas. Il est au bord. Il a besoin de votre voix pour trouver le chemin. » Je reprends ma berceuse, ma voix plus forte, plus assurée. Je sens une chaleur infime commencer à naître sous mes mains, là où je tiens le bébé. Une chaleur fragile, comme la flamme d'une bougie qui lutte contre le vent. Et puis, le miracle, un son, un petit hoquet, puis une inspiration, rauque, difficile, mais une inspiration bien réelle. Le bébé dans mes bras prend une grande goulée d'air, sa petite poitrine se soulève, puis s'abaisse, encore. Ses paupières tremblent. Une minuscule couleur rosée commence à chasser le bleu de ses lèvres. Autour de nous, le silence s'est rompu. J'entends des exclamations de surprise. Marc est sans voix, sa main figée à mi-chemin de mon bras. L'infirmière du bureau d'accueil est debout, le téléphone à l'oreille, mais elle nous fixe, la bouche bée. Le bébé ouvre les yeux. Ils sont d'un noir profond, brillant et vif. Il me regarde. Et puis, sa petite bouche s'ouvre et il pousse un cri. Un cri faible, mais un cri de vie. Un cri puissant, exigeant, qui déchire le silence de l'hôpital et transperce mon cœur dévasté.
Le cri déchire l'atmosphère aseptisée de l'hôpital. Il est plein de vie, de rage et de besoin. C'est le son le plus beau et le plus douloureux que j'ai jamais entendu. Mes bras se resserrent instinctivement autour du petit corps qui se tortille maintenant, sa chaleur fragile se propageant contre ma peau. Le monde se remet en marche, et violemment. Des infirmières arrivent en courant, suivies de près par un médecin en blouse blanche, l'air abasourdi. Ils nous entourent, leur voix se superposant dans un jargon médical urgent. Ils respirent, saturation en oxygène. Amenez un chariot de réa, vite. On me prend le bébé des bras. Je le lâche à contre-cœur, mes bras retombant, vide à nouveau. Mais cette fois, le vide est différent. Il n'est plus aussi froid, aussi absolu. Le petit corps est emporté dans un tourbillon d'efficacité médicale. Je les regarde l'installer dans une couveuse de transport, fixer des capteurs sur sa minuscule poitrine qui se soulève et s'abaisse maintenant avec une régularité miraculeuse. Marc est à mes côtés, sa main dans la mienne. Sa prise est forte, mais je le sens trembler. Il regarde la scène, puis moi, puis l'homme apache, son esprit cartésien luttant visiblement pour comprendre ce dont il vient d'être le témoin. L'homme, lui, ne quitte pas son fils des yeux. Une seule larme a tracé un sillon sur sa joue tannée. Il ne fait aucune tentative pour l'essuyer. C'est une larme de soulagement, de gratitude, une larme qui semble laver des siècles de douleur. Le médecin se tourne vers lui, un stylo et un carnet à la main, le visage un masque de professionnalisme perplexe. « Monsieur, je suis le docteur Renaud. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Quand nous l'avons reçu aux urgences, il y a 1 heure, il était en arrêt respiratoire imminent. » L'homme détourne enfin son regard de la couveuse et le pose sur moi. Il y a une profondeur dans ses yeux, une connaissance silencieuse qui me lie à lui pour toujours. Puis, il se tourne vers le médecin. Son esprit était parti chasser loin de son corps, dit-il simplement, comme s'il s'agissait de l'explication la plus évidente du monde. Cette femme l'a rappelé. Le médecin fronce les sourcils, clairement insatisfait, mais l'urgence de la situation prend le dessus. Nous l'emmenons en néonatologie. Il est stable, mais il a besoin d'une surveillance intensive. C'est un miracle. Il prononce le mot avec une hésitation, comme si sa formation scientifique le lui interdisait. Alors que l'équipe médicale s'éloigne avec le bébé, l'homme se rapproche de moi. Marc se crispe, toujours méfiant, mais je serre sa main pour le rassurer. L'homme s'incline légèrement, un geste de respect profond. « Je m'appelle Niol, dit-il, et mon fils c'est Anu, ce qui veut dire « celui qui rit ». Vous lui avez rendu son nom. Ma dette envers vous est éternelle. Vous avez partagé votre chagrin, le plus sacré des dons, pour lui donner la vie. Mon fils, Léo. Je murmure son nom, et la douleur est toujours là, vive et tranchante. Je ne l'ai pas sauvé. Non, répond Niol doucement. Vous ne l'avez pas sauvé. Vous l'avez honoré. Son esprit était pur et fort. Il n'a pas été vaincu par la mort. Il a simplement commencé son voyage plus tôt. Aujourd'hui, en le laissant partir avec tant d'amour, vous avez permis à son esprit de tenir la porte ouverte pour celui d'Anu, qui hésitait sur le seuil. Votre amour pour votre fils a créé un chemin de lumière dans les ténèbres. Rien n'est plus puissant que ça. Il pose sa main sur son cœur, puis tend la paume vers moi. C'est un adieu. Je hoche la tête, incapable de parler. Il se tourne et suit d'un pas rapide le chemin qu'a pris la couveuse. Un père allant retrouver son fils qui rit.
Marc et moi restons seuls au milieu de la salle d'attente maintenant silencieuse. Les quelques personnes présentes nous regardent avec un mélange de crainte et de respect. Marc me serre dans ses bras. Je m'effondre contre lui et cette fois, je pleure. Je pleure pour Léo, pour son absence qui me déchire l'âme. Je pleure pour sa vie si courte, pour tous les rires que je n'entendrai jamais. Mais mes larmes sont différentes. Elles ne sont plus seulement noires de désespoir. Il y a quelque chose d'autre, une couleur indéfinissable, une lueur étrange. Plus tard, en sortant de l'hôpital, la main de Marc serrant la mienne, nous ne parlons pas. Il n'y a pas de mots pour ce qui s'est passé. Je ne saurais jamais si c'était un miracle, une coïncidence médicale inexplicable ou la puissance d'une ancienne tradition. Et cela n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est que pendant un instant, mon chagrin infini n'a pas été une fin. Il a été un pont. L'amour que je porte à Léo, un amour si grand qu'il semblait devoir me détruire, a sauvé une autre vie. Mon fils est parti, et cette douleur sera ma compagne pour le restant de mes jours. Mais aujourd'hui, dans la journée la plus sombre de mon existence, au milieu des ruines de mon bonheur, j'ai vu la vie jaillir de la mort. Mon chagrin avait la forme d'un berceau vide. Maintenant, il a aussi le son d'un premier cri.